ils ont des choses en commun. Ces formes-là donc se présentent dans l'espace oriental et dans l'espace méditerranéen, donc du côté du Maghreb, avec justement des formes qui rappellent justement des choses que l'on a vues par la suite se développer à travers justement de la traite transatlantique ou la traite triangulaire, puisque de toute façon les acteurs ont été à peu près les mêmes, parce que ce sont les Portugais, les Espagnols, et toujours avec en arrière-plan donc des associations avec des Berbères ou avec des Arabes ou avec justement des principautés africaines qui avaient eux-mêmes donc collaboré et coopéré avec justement les marchands, les chefs c'est-à-dire les acteurs de ce grand commerce. En termes de comparaison, c'est de voir que aussi bien donc, dans le monde transatlantique que dans le monde oriental ou dans le monde méditerranéen, il n'y a pas réellement de différence absolue, puisque alors on nous dit que l'esclavage méditerranéen ou l'esclavage oriental aurait tendance à être un esclavage familier, un esclavage domestique. Or, quand on regarde, il suffit en effet de jeter un coup d'œil sur les biographies donc faites soit par des esclaves eux-mêmes américains, soit pour se rendre compte que ces esclaves étaient très proches aussi de leurs maîtres. Il me semble que justement cette fascination, donc, qui débute d'ailleurs à partir du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIe, à partir des premières traductions, on le voit, les Mille et une nuits de Galland, qui vont justement influencer énormément donc, cette vision et donner une vision tout à fait décalée par rapport aux réalités sociales, culturelle et économique. Et on va, comme vous le disiez tout à l'heure, dire que finalement l'esclavage donc dans les sociétés orientales, c'est plus un esclavage donc à caractère sexuel, un esclavage lié aux femmes. Et certains vont même affirmer que la majorité des esclaves étaient des jeunes femmes. Donc on va chercher de jolies femmes. Ce prisme a complètement donc orienté donc l'approche de l'esclavage et donner un paradigme qui est complètement déconnecté donc de l'histoire. Et quand on lit les textes arabes eux-mêmes, je veux dire, c'est pas ce qu'ils nous racontent. Donc, bien sûr, il y a cet aspect un petit peu qui fait rêver, en effet, les nuits enchantées de Bagdad, dans les palais, mais les masses les plus importantes d'esclaves, elles sont pas là. Elles sont dans les domaines, dans les maisons, dans le travail, dans le commerce, voilà. Alors, il y a même toute une théorie agroéconomique qu'on retrouve chez les historiens et qu'on retrouve également chez les géographes arabes, qui consistait à ce qu'on appelle à revivifier des terres mortes. On l'appelait les terres mawet, des terres mortes, et notamment dans le sud de l'Irak, dans cette région donc, qui est immense. C'est un territoire donc, immense de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés et qui va justement donner lieu à une expérimentation et surtout à l'implantation de nouvelles cultures, presque des cultures industrielles. Cet empire, il va attirer essentiellement profit justement de cette plus-value agricole qui va aider à développer donc le capital et ce capitalisme donc qui va progressivement se mettre en place de façon très précoce et avant même justement donc tout ce qui va se passer par la suite dans l'histoire.
cette traversée, elle est terrible pour les esclaves puisqu'on a un taux donc, de mortalité qui est terrible aussi, hein, puisque c'est des milliers de kilomètres à traverser à pied. Hein, et alors, bon, on n'a pas de chiffre exact, mais cela tourne entre d'une année à l'autre et d'une caravane à l'autre, cela tourne entre 15 et 30% hein, d'esclaves qui n'arrivent pas donc à rejoindre l'autre bout, bien sûr, du désert. Et c'est une traite qui est dramatique de ce point de vue-là, puisque, voilà, vous imaginez sur le nombre de milliers, de centaines de milliers qui ont traversé donc, le désert, alors vous imaginez justement tous ces enfants, ces femmes, ces hommes qui ont laissé leur vie hein, dans cette traversée. C'est une ampleur considérable parce que même après, je veux dire, les temps médiévaux, et notamment donc jusqu'à la fin du 19e siècle, Zanzibar va devenir donc non seulement le lieu de rassemblement des esclaves, mais aussi une colonie esclavagistes, hein, avec justement l'implantation du clou de girofle et tout le commerce qui va tourner autour de cela. Et puis, on sait que les Omanais donc, vont carrément, donc les princes omanais, certains princes omanais vont s'installer hein, donc à Zanzibar pour profiter de cette manne et puis exploiter justement tout cette main-d'œuvre, hein, donc en vue, bien sûr, de maintenir leur main mise et leur prise sur le commerce donc, du clou de girofle et tout le commerce donc, de l'Afrique orientale et de l'océan Indien. Une économie, de toute façon, c'est une économie qui est structurée de façon rationnelle et de façon systématique, puisque non seulement donc, il y a justement tout ce système financier et tout un système d'assurance, bien sûr, des caravanes, d'assurance des marchandises, c'est-à-dire c'est un système qui va être basé sur la présence même d'agents donc représentant des firmes donc, arabes ou berbères dans la région. On a des récits, en effet, qui nous parlent d'échanges qui se font de façon régulière entre le grand maître, justement, ou le grand affréteur, ou les grands affréteurs de caravanes ou de navires, et qui vont justement être tenus au courant presque systématiquement de la valeur des choses sur place, des changements des prix, de la nature des marchandises présentes et également, alors ces agents parfois sont eux-mêmes des esclaves. Hein, alors on va trouver des esclaves affranchis ou des esclaves encore qui vont être installés dans ces régions qu'ils connaissent très bien et qui vont entretenir donc une correspondance. On sait que, par exemple, la conquête de l'Espagne, hein, donc 810-811, on sait qu'il y avait un contingent important d'esclaves noirs et d'esclaves berbères, enfin, essentiellement donc, la majorité absolue donc, des contingents militaires qui avaient envahi donc, l'Espagne étaient composés, y compris le général, donc le Gibraltar, hein, Tariq ibn Ziyad, étaient donc d'origine étrangère et ils étaient soit des affranchis, soit des esclaves. Alors, quand on regarde justement les chroniqueurs espagnols ou les chroniqueurs arabes relativement à cette conquête, on voit bien que donc, la majorité donc, des soldats étaient des soldats donc, qui avaient un statut servile. C'est difficile de dire exactement à partir de quand, puisque le terme noir en arabe, c'est Soudan. Hein, et pour parler de l'Afrique,
hein, notamment de l'Afrique occidentale, on dit Beled Soudan, le pays des Noirs. Alors que le terme Afrique, Ifriqiya, c'est un terme qui s'appliquait uniquement au Maghreb de l'Est. Et progressivement, le terme de Soudan va désigner les esclaves, donc par leur couleur de peau, les esclaves noirs. Et alors, je pense que c'est à partir, on peut dire, donc, notamment au niveau du Maghreb, puisqu'aujourd'hui, vous avez en Tunisie, en Algérie ou même au Maroc, quand on dit noir, on dit donc des esclaves. Hein, c'est abid, abd ou noir. Hein. Et je pense que c'est lié aussi à l'abolition. Alors, on a, par exemple, la première abolition dans le Maghreb est celle qui a eu lieu en 1846 en Tunisie. Et cet événement va chambouler aussi, y compris les désignations ethniques et les désignations statutaires. Puisque l'abolition tunisienne de 1846 s'est faite de manière à intégrer dans les esprits donc une séparation, une opposition basée en quelque sorte sur un système racialisé. Hein, puisqu'on va commencer par émanciper les esclaves européens, bien sûr avec la pression et les pressions donc des empires coloniaux de l'époque qui dominaient les mers, les Anglais et les Français. Et puis, par la suite, donc, on va libérer les esclaves orientaux, c'est-à-dire les Mamelouks, les Blancs, donc circassiens. Et les Noirs viendront en dernier lieu. Et c'est à partir de janvier 1946, donc ça veut dire 3 ou 4 ans après, que l'on va donc se préoccuper donc de la question des Noirs et même dans le texte de l'abolition, hein, donc le texte lui-même, il y a des moments où il utilise le terme de noir, il y a des moments où il utilise le terme d'esclave. Encore aujourd'hui en Tunisie, vous avez des cimetières particuliers dans le sud du pays, donc pour les esclaves noirs. Et ce qui fait que la question du stigmate et la question justement de la race est sans doute liée, à mon avis, hein, donc à mon humble avis, à cette époque très récente dans les sociétés maghrébines, que ce soit en Libye, en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Là aussi, c'est un malentendu, hein, donc au niveau historique, puisque on lit assez souvent que l'esclavage est lié justement au fait de ne pas confesser l'islam. Et qu'à partir du moment où on est converti à l'islam, on échappe justement à ce statut horrible. Or, ce n'est pas du tout vrai, hein, puisque les esclaves sont censés être donc pris parce qu'on estime qu'il appartenait à des sociétés animistes ou des sociétés non monothéistes en quelque sorte. Hein, donc voilà. Or, l'on sait que la plupart des esclaves, lorsqu'ils arrivent dans le monde musulman, ils sont convertis à l'islam. Mais cette conversion ne leur permet pas donc d'accéder à la liberté, puisqu'on tient compte de leur situation avant l'esclavage. Et ce qui explique que chez les théologiens et chez les exégètes musulmans, dans de nombreux textes donc de consultation ou de fatwa, on estime que l'enfant qui naît donc d'une matrice d'esclaves a le statut de sa mère, alors qu'on est dans des sociétés patriarcales, et donc l'islam ne libère pas de l'esclavage, hein, puisque
considère que c'est l'antériorité donc, de l'esclave, l'antériorité de son statut qui prédominera jusqu'à la fin de sa vie, tant qu'il n'a pas été émancipé, affranchi par son propre maître. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un débat réel et profond au sein des lettrés musulmans. Donc, à l'exception de la Tunisie, à un moment donné, donc justement autour du milieu du 19e siècle, du début du 19e siècle, où la question justement a été abordée de façon virulente même, avec bon, les opposants et les partisans donc justement de la libération. Mais dans la plupart des États arabes, la question ne s'est même pas posée. On prend l'exemple du Maroc, où quand même l'esclavage a été quelque chose donc, de très prégnant dans la société marocaine. On ne peut pas dire qu'il y a eu réellement d'abolition. L'esclavage, je vais dire, il s'est éteint de lui-même. Mais on peut dire que pourtant, je veux dire, c'est là le paradoxe des sociétés arabes, maghrébines et orientales, c'est qu'à partir du 15e, du 17e et 18e siècle, on va trouver dans les débats théologiques des mises en cause de l'esclavage.